Alors, autre doc important, c'est le pacte d'actionnaires. Alors, les pactes d'actionnaires, on va essayer, pareil, comme tout à l'heure, de regarder en fait où sont les enjeux du pacte d'actionnaires. Alors là, pareil, hein, ça résume en une page d'un document qui en fait 80, hein, donc ça ne prétend pas l'exhaustivité. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous rappeler quelque chose dont M. Mendy a parlé tout à l'heure, en gros, en disant, finalement, il y a trois choses importantes, c'est l'équipe, la rentabilité et la sortie. Quand on est sur des dossiers de capital risque, comme là où l'UET, c'est totalement primordial. Quand on est en capital développement, l'équipe a déjà fait ses preuves, donc finalement l'équipe est un chouïa moins importante. Mais si on regarde, si on garde en tête l'équipe, la rentabilité, la sortie, finalement on a à peu près toutes les clés pour regarder où sont les enjeux de négo sur un pacte d'actionnaires, sur une société en capital risque ou en capital développement. Les clauses d'ajustement de la valorisation, on en a parlé tout à l'heure, je les ai juste remis là pour que vous ayez une vision globale. Évidemment, on est sur des enjeux, de rentabilité. Hein, donc, je ne reparle pas de ces clauses d'ajustement de la valorisation, c'est les clauses de ratchet et les clauses de répartition préférentielle de prix de cession. Ensuite, une deuxième catégorie de clauses qu'on trouve dans les pactes d'actionnaires, ce sont des clauses relatives à la maîtrise du capital. D'accord ? Donc là, c'est lié, on va dire, à l'intuitu personnel existant entre les fondateurs et les fonds. Il y a deux catégories de clauses, toutes les clauses concernant les gestions des cessions d'actions. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme clause dans cette gestion de cession d'actions? On va avoir les droits de préemption. En gros, schématiquement, si un fondateur veut vendre, il va devoir proposer par préférence à l'investisseur de racheter ses actions. Et simplement, si l'investisseur ne veut pas les racheter au prix proposé, les vendre à un tiers. Ça, c'est le grand schéma qui marche évidemment en sens inverse pour l'investisseur si l'investisseur veut vendre ses titres. Ça, je vous présente de manière très simple, on peut le complexifier à outrance, et je pense que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On peut créer des droits de préemption de premier rang entre fondateurs pour que les fondateurs, s'ils vendent, ils soient prioritaires avant le fonds. Par exemple, qu'il y ait plusieurs investisseurs pareils, que les investisseurs puissent préempter entre eux avant de l'offrir aux fondateurs. Le principe, c'est le droit de priorité en cas de rachat. L'agrément, c'est très voisin, sauf que l'agrément est donné par la société, hein, et c'est l'organe de direction de la société, donc le conseil d'administration, par exemple, quand on est dans une SA, qui va agréer le tiers. Et s'il n'agrée pas le tiers comme nouvel actionnaire, il va devoir trouver une solution de remplacement pour permettre à l'actionnaire qui était le vendeur de sortir. Donc soit trouver un tiers pour acheter, pas le tiers qui était prévu mais un autre, soit un autre des actionnaires, soit que la société procède au rachat de ses titres pour ensuite les annuler. Ça, c'est l'agrément. Et en fait, dernière catégorie de clauses concernant les gestions de la cession d'actions, c'est l'inaliénabilité, alors qu'on voit beaucoup en capital risque et un peu également en capital développement, qui sont des clauses demandant finalement à l'investisseur, qui font partie de l'engagement de l'investisseur dans le projet, c'est de lui demander de ne pas céder ses parts pendant la durée prévisible de l'opération. Donc en gros, quand on est en capital risque, de ne pas vendre ses parts pendant 4-5 ans. Donc toutes les clauses comme la préemption et l'agrément, finalement, ne fonctionnent qu'après cette première période, qui est une période d'inéligibilité, où on demande qu'il y ait une stabilité totale du capital pendant la durée de l'opération, qui peut être de 4-5 ans. Ensuite, toujours sur la maîtrise du capital, on voit des clauses, on voit systématiquement des clauses concernant le risque de dilution pour chaque partie. Alors la clause anti-dilution, c'est quoi? C'est pas une clause qui interdit de faire des augmentations de capital, c'est simplement une clause qui empêche de faire des émissions réservées. En droit de société, en augmentation de capital, vous avez deux catégories d'augmentation de capital. Vous avez l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Donc là, chaque actionnaire peut souscrire au prorata de sa participation dans le capital, voire même plus. Hein, s'il y a des actionnaires qui ne souscrivent pas, ils peuvent souscrire plus. Ça, ce sont des émissions avec maintien du DPS, maintien du droit préférentiel de souscription. Des émissions qui sont réservées, c'est-à-dire que l'Assemblée générale, finalement, interdit à ses actionnaires de souscrire pour offrir à un tiers la possibilité de souscrire. Alors, ça paraît évident, mais l'investisseur qui est là, qui est autour de table, même s'il ne veut pas empêcher une augmentation de capital de se faire, il va au minimum pouvoir la suivre si elle se fait sur des bases qui sont trop favorables qui sont, oui, en général c'est le cas, qui sont trop favorables ou qu'il a envie de réinvestir dans la société en deuxième tour. Ça marche de la même manière pour l'investisseur. En général, c'est des clauses qui sont totalement bilatérales, donc qui marchent également pour le fondateur. Quand le fondateur devient minoritaire,
et c'est dans son intérêt d'avoir une clause anti-dilution lui permettant de souscrire, si tant est qu'il en a les moyens, parce que souvent c'est plus un problème de moyens que de droit, de souscrire à l'augmentation de capital. Les clauses pari passus, c'est quoi? Ce sont des clauses qui permettent à l'investisseur de s'assurer qu'aucun droit, on va dire non monétaire, ne soit accordé sans que lui-même en bénéficie. D'accord? Donc, clause pari passus, l'investisseur va demander, va dire si des droits préférentiels sont accordés à un nouvel investisseur, automatiquement, je veux pouvoir avoir accès aux mêmes droits que le nouvel investisseur. Alors ensuite, les clauses relatives concernant la gouvernance, alors je pense qu'on va y revenir après, mais en gros, les clauses relatives à la gouvernance, c'est schématiquement, c'est le droit d'information de l'investisseur et son droit soit sa consultation, son avis ou son veto. Donc c'est schématiquement, d'ailleurs je vais peut-être en parler maintenant parce que je vais le retourner. En gros, ces clauses relatives à la gouvernance, c'est droit d'information, c'est-à-dire quelle est l'information qu'on doit donner trimestriellement, annuellement à l'investisseur. Donc souvent en phase de capital risque, ça va être des choses relativement simples. Hein. Ça va être le chiffre d'affaires tous les mois, la trésorerie forcément tous les mois, le pipe de commande, des choses très basiques qui ne nécessitent pas un directeur financier à temps plein pour donner l'info, mais une info très régulière, mensuelle, sur des éléments basiques comme le CA, la trésorerie et le pipe commercial et par exemple les embauches. Et trimestriellement un peu plus, compte de résultats, et forcément annuellement la totalité de la documentation, puisqu'elle est établie dans le cadre de l'arrêté des comptes. Là, l'objet de la négo sur le sujet, c'est d'éviter de promettre à un capital risqueur qui a mis 500 000 € dans la société qui ne permet pas forcément le recrutement d'un directeur financier, de lui donner une information de reporting de multinationale, parce que c'est tout simplement irréaliste.